autre sujet très très intéressant, c'est la table ronde organisée par Philippe Lelong et Jean-Baptiste Duquesne, dont le titre est Cépage modeste, cépage d'avenir, point d'interrogation. Donc on part sur une autre direction de possibilités qui n'est pas inintéressante non plus. À vous les gars. Qu'on est bon. C'est compliqué de passer derrière Marc-André parce que notre vision va être au final beaucoup plus pragmatique et un tout petit peu aussi plus simple parce que notre vision du cépage, on va traiter un peu du même sujet, c'est est-ce que les cépages modestes sont des cépages d'avenir. Notre vision, nous vignerons, est plus pragmatique, c'est est-ce qu'on peut gagner notre vie avec un cépage. Et gagner sa vie, ça veut dire qu'il faut pouvoir vendre le vin, donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit d'une qualité suffisante et qu'il soit aussi produit dans une quantité suffisante pour qu'on puisse gagner notre vie. Donc c'est le couple prix-quantité qui va faire au final la qualité d'un cépage. Ce qui change un peu l'angle de vue, puisque peut-être que du coup, l'ensemble des cépages que vous dégustez aujourd'hui et qui ont été sélectionnés ne sont peut-être pas les meilleurs cépages, mais sont certainement les cépages qui ont le plus permis aux vignerons de gagner leur vie dans l'histoire de la vigne et du vin. Parce qu'un cépage qui est excellent, mais sur lequel on produit une année sur 10, certainement qu'il ne va pas survivre à la sélection, quand bien même il est meilleur que tous les cépages qu'on a vus aujourd'hui. Donc la table ronde entre guillemets qu'on vous propose, c'est de poser un peu les différents paramètres sur lesquels le cépage nous permet de produire ou pas, de vous donner quelques exemples, et ensuite dans la salle, dans les différentes régions françaises, peut-être de recueillir des témoignages sur ces caractéristiques de cépages qui apportent des solutions ou pas, sachant que probablement qu'il n'y a pas de cépage parfait, parce qu'on va voir que c'est multifactoriel, et le cépage qui coche toutes les cases de non sensible aux maladies, non gélif, avec des bonnes qualités organoleptiques, avec des degrés d'alcool pas trop, et qu'il n'y a pas d'acidité, et j'en oublie dans tout ce qu'on a listé, et bien au final, celui qui coche toutes ces cases n'existe probablement pas, et peut-être que le travail du vigneron, c'est d'avoir aussi un portefeuille de cépages pour équilibrer ses risques, et d'avoir dans son portefeuille des raisins qui vont lui permettre de produire du vin tous les ans et de gagner sa vie. Je laisse la parole à Philippe. Okay. Donc on a identifié un peu en tant que vigneron quels étaient les différents défis qu'on avait à relever pour essayer de voir de quelle façon les cépages modestes peuvent nous aider. Bon, alors les vignerons vont bien reconnaître un peu les problématiques qu'on a. Pour les autres, vous allez peut-être découvrir des petites choses. Et on va revenir sur chacun de ces points. Donc les quatre grands défis, c'est la résistance aux maladies. Il y a des choses qui font beaucoup écho à ce qu'a dit Marc-André avant nous. Le deuxième point, c'est la résistance à la coulure, qui n'est pas une maladie, mais un phénomène un peu particulier qu'on va expliquer. Troisième point, résistance au stress climatique, qui sont de différents types, la sécheresse, le manque d'eau, la chaleur et le gel. Et le quatrième point, la tendance NOLO. Alors le terme NOLO, c'est un terme marketing qui décrit l'appétence que peut avoir le marché, alors réel ou supposé, pour des vins avec peu d'alcool, low alcool, voire pas d'alcool du tout, no alcool. Alors ceux-là, on va peut-être pas trop en parler, mais en tout cas, il y a une vraie évolution profonde du marché et un rejet progressif des vins trop alcoolisés. Et il y a plusieurs approches pour ça, et on va voir de quelle façon les cépages, et en particulier les cépages modestes, peuvent nous aider. Alors la résistance aux maladies, bon, on en a pas mal parlé là avec Marc-André, donc on ne va pas détailler des points qui ont déjà été évoqués sur les cépages interdits, sur les variétés résistantes. Ce qu'on peut dire, nous, c'est que en tant que vigneron, on observe déjà que de toute façon, certains cépages se comportent différemment par rapport aux maladies.
Nous, dans le Languedoc, on sait par exemple que le Carignan, c'est très sensible à l'oïdium. Et sur les autres cépages, ça va, mais sur le Carignan, c'est toujours la galère, on a toujours du mal avec l'oïdium. Alors je ne sais pas si toi, tu peux dire sur d'autres maladies, dans d'autres... Je vais peut-être parler du mildiou qui, en climat océanique, nous touche particulièrement, mais quand on prend un millésime comme 2023, j'ai récolté 0 merlot, et j'ai récolté 100% de certains cépages, de Jurançon noir, de Casté, de cépages d'autrefois. Et la gradation est très claire. En fait, on pourrait d'année en année faire des statistiques en disant, dans la trentaine de cépages que j'ai, les principaux, disons une quinzaine, il y aurait une gradation qui dirait le plus sensible le merlot, on va avoir un peu le malbec qui va être touché, puis si on remonte, le cabernet franc un peu moins, sur les classiques, enfin, le Cabernet Sauvignon va être autour du Merlot, du Malbec en termes de sensibiliser. Et puis dans ces cépages d'autrefois, le Casté il va être aussi en bout de chaîne. Donc on pourrait créer une gradation, ce qui fait que, au final, un millésime comme 2023, j'ai entre 100% de perte et 0% de perte sur certains cépages. Isotraitement, parce que évidemment qu'aucun de ces cépages n'a pas de sensibilité. Marc-André l'expliquait, mais ils n'ont pas les résistances aux gènes du mildiou, mais sur une quinzaine de traitements au cuivre dans l'année, je peux avoir 100% de récolte ou 0% de récolte dans une année comme 2023. Ouais. Donc ouais, effectivement, on voit des grosses différences en fonction des cépages. C'est connu dans la littérature, en fait, elles sont référencées dans la bibliographie depuis que les maladies sont arrivées, en fait. D'ailleurs, même au début de l'arrivée de l'oïdium, il y a des cépages qui ont été identifiés comme plus particulièrement tolérants à l'oïdium. Alors en Savoie, par exemple, c'était le cas de la douce noire. Il y a des textes qui disent que l'ensemble du vignoble de Savoie était ravagé par l'oïdium, sauf la douce noire. C'était la seule qui avait encore de la récolte, quoi. Donc dès le début, en fait, on a identifié différentes tolérances. Alors effectivement, du coup, là, on ne parle pas de résistance aux maladies, puisque le terme résistance, on l'utilise vraiment pour les espèces qui ont des gènes identifiés de résistance, mais pour les petites variabilités entre cépages, on utilise le terme de tolérance. Et donc, voilà, c'est des notions qui sont bien identifiées. Donc nous, dans les collections, on peut observer au sein d'une même parcelle, à traitement identique, les petites variations comme ça entre différents cépages. Et donc effectivement, nous, en Beaujolais, on a une collection, on a du Merlot, et ben en 2023, on n'a rien récolté non plus. Avec 8 traitements, alors que sur le Gamay, il n'y avait aucun symptôme de mildiou, quoi. Voilà. À l'inverse, il y a des variétés qui nous ont un peu surprises pour leur tolérance aux maladies, notamment le vionnier. Cette année, là, en 2024, on a récolté des vionniers avec 0 tache de mildiou sur grappe. Enfin voilà, je ne savais pas que le vionnier était tolérant comme ça au mildiou, et là on l'a observé justement dans des collections. Donc voilà, le travail d'observation et de catégorisation des variétés, en fait, il continue, il est permanent. Et chaque année, et en plus avec des millésimes en constante évolution, ça nous permet d'acquérir des données. Et puis il y a aussi une autre maladie dont on parle moins souvent, qui est le black rot. Qui cause des problèmes dans certains vignobles, et notamment en Beaujolais. Et donc, aussi pour rappeler que quand on parle de variétés résistantes, on parle du mildiou et de l'oïdium. Il y a d'autres maladies qui existent, notamment le black rot, qui peuvent causer des dégâts sur ces variétés, ce qui implique qu'on est quand même obligé de les traiter. Alors à la fois pour protéger les gènes de résistance, mais aussi pour protéger contre certaines maladies pour lesquelles ces variétés n'ont pas les gènes de résistance. C'est important de le rappeler. Voilà. Et en complément de ça, sur la dimension historique et l'évolution des cépages dans les différentes régions, il est absolument évident que l'apparition de l'oïdium à Bordeaux en 1851, dans une période où la science a mis quelques années à trouver la solution pour traiter l'oïdium, et que les vignerons ont une nécessité de s'adapter, et l'encépagement s'est adapté à chaque crise pour justement privilégier des cépages. Donc l'entre-deux-mers
l'entre-deux-mer après 1851, qui n'a pas forcément les moyens d'appareils pour pulvériser le soufre, s'adapte et développe grandement la folle blanche, qui s'avère plus résistant au l'oïdium, mais c'est pareil en rouge, les adaptations de cépages, notamment sur les vignobles un peu paysans qui n'avaient pas les moyens de s'équiper et d'investir, se sont adaptés à cette évolution, et le portefeuille de cépages qu'on a aujourd'hui est forcément une conséquence de ces adaptations et de ces crises qu'on a vécues, qui sont la crise du phylloxéral, l'oïdium et du mildiou. Alors peut-être qu'il y a des interventions dans la salle. Oui, est-ce que des vignerons d'autres régions veulent citer le cas de certains cépages où ils ont pu constater qu'il y avait une résistance particulière? Non. Bon, en tout cas, c'est un travail qu'on pense qu'il est intéressant de faire, d'identifier région par région les cépages modestes notamment, pour lesquels on constate une résistance particulière à certaines pathologies, et de pouvoir communiquer et partager cette information. Ouais. Et au niveau scientifique, c'est aussi des choses qu'on continue à regarder aussi, ces différences de tolérance pour justement les croisements à venir. Qui donneront peut-être des variétés, peut-être des cépages, on verra. Mais c'est important aussi de bien identifier leur comportement et aussi peut-être des gènes de tolérance, on verra, peut-être. On va mettre la diapo suivante, Marc-André, puis j'essaierai de changer la diapo de temps en temps, subrepticement, pour éviter le... Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, la coulure, alors ça, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, la coulure. Le dessin l'illustre bien. C'est un phénomène un peu particulier qui est multifactoriel, on ne sait pas trop. Il y a plein de choses qui ont un impact sur la coulure. C'est le fait qu'au moment où la fleur se transforme en fruit, en fait, certaines fleurs avortent et ne se transforment pas en fruit. Et donc, on se retrouve dans la grappe à avoir, comme on le voit sur la photo, des trous, on va dire. Il y a des pépins qui manquent. C'est un phénomène qui existe toujours plus ou moins, mais qui peut être parfois très important. Il y a des variations qui peuvent être dues, on le constate, au cépage, donc il y a des cépages plus ou moins sensibles à ce phénomène de la coulure, mais il y a aussi des conditions climatiques, il y a plein de choses qui ont un impact sur la coulure. Et certaines années, ça peut faire des gros dégâts, on en parle moins, mais ça peut avoir un vrai impact. On peut avoir 50% de coulure, 80% de coulure, c'est-à-dire que vous avez 80% des grains de raisin potentiels qui ne deviennent pas des grains de raisin. Et donc on peut arriver à des cas extrêmes comme on voit sur la photo, avec des grappes. Le millirandage, c'est une différence le raisin se forme, mais il va évoluer plus ou moins lentement, voire il ne va pas mûrir ou mûrir difficilement, alors que la coulure, il n'y a pas de raisin, le fruit ne se forme pas. Absence de floraison versus mauvaise floraison. Alors, je cite le cas du Languedoc, après je passerai la parole pour d'autres régions, où on sait que le grenache noir, c'est très sensible. Et on constate que sur d'autres cépages, dont des cépages modestes, il y a une moindre sensibilité. Et pour nous, c'est aussi une source, les cépages modestes, pour retrouver des cépages qui n'ont pas cette sensibilité ou une moindre sensibilité à la coulure. Et avant de céder la parole, raté. Alors moi j'ai pris l'exemple du cépage carménaire. Non, j'ai pas essayé de passer là. Puisque j'aurais dû. Le cépage carménaire que j'ai replanté sur mon premier millésime en 2022, j'ai dit c'est formidable, j'ai 40 hectos, c'est super bon. J'ai dit mais pourquoi on l'a abandonné à Bordeaux? C'est très bon et on fait de la quantité. Et puis sur les 2 millésimes suivants, quasiment pas de récolte, quelques hectos. En fait, il a une énorme sensibilité aux conditions climatiques pendant la floraison. Et c'est certainement la raison qui a fait qu'il est encore autorisé à Bordeaux, puisque il est inscrit dans le cahier des charges des appellations bordelaises, mais très peu planté par les vignerons, parce que c'est un cépage qui peut produire de l'excellence, mais sur lequel on produit moins souvent. Et
Et si on fait le parallèle avec son développement au Chili, et où là il est devenu un cépage très important au Chili, c'est probablement que les conditions climatiques lors de la floraison, d'ensoleillement, d'humidité, de pluie pendant la période de floraison, font que le Carmenère a montré ses preuves dans ces climats-là, et un peu moins à Bordeaux. Donc oui, nous aussi, effectivement, c'est un paramètre important qui est très dépendant aussi donc, des conditions climatiques, mais aussi de la conduite et de la vigueur notamment. L'excès de vigueur, ça induit de la coulure. Je peux peut-être aussi dire que nous, on voit aussi des différences en intravariétal. Donc dans les conservatoires, donc on a des parcelles de vignes où on sauvegarde pour un même cépage différents individus avec des comportements un petit peu différents. Et donc au sein de cette diversité intravariétale, on observe des différences au niveau des grappes et notamment au niveau de la sensibilité à la coulure. Donc ça c'est hyper important quand on fait de la sélection intravariétale, parce qu'effectivement les vignerons préfèrent avoir des individus qui ne coulent pas. Ou pas tous les ans en tout cas. Donc du coup ça fait partie aussi de notre travail sur les conservatoires de faire des suivis année après année pour identifier les individus coulards, on les appelle coulards, qui du coup ne sont pas adaptés à la diffusion à large échelle, mais qui peuvent avoir d'autres intérêts, mais voilà, c'est un peu dangereux de planter une parcelle entière avec ces clones qu'on appelle. Ces clones-là, quoi. Alors, on peut citer aussi quand même que les pratiques culturales et la façon de conduire la vigne ont aussi un impact sur la coulure, pas que les cépages. Moi, j'ai le cas, par exemple, nous, on est sur un domaine qui est dans la même famille depuis plusieurs siècles, et il se transmettait un truc qu'on avait un peu oublié depuis quelques dizaines d'années. Et en fait, c'est notamment un vieil ouvrier du domaine qui m'a dit, quand on a commencé à avoir pas mal de coulures sur le grenache, qu'il fallait tailler le grenache à lune descendante et décroissante. Et on s'est dit, on va essayer de remettre ça au goût du jour. Et donc, ça fait 3-4 ans qu'au début de la saison de taille, on prend le calendrier lunaire et on identifie les jours où on est vraiment à lune descendante et décroissante, et on ne taille plus le grenache que à ces dates-là, et ben on a effectivement quasiment plus de coulure sur le grenache. Donc c'est un truc qui marche, quoi. En tout cas chez nous, localement, de façon très empirique, on voit que ça a un impact. Alors, stress climatique, qui est effectivement un gros sujet d'actualité. Le premier, c'est tout ce qui est lié au trop chaud, trop sec, où là également, en fait, on voit bien que les cépages modestes qui sont souvent adaptés à des conditions locales très particulières, déjà, sans avoir une évolution de ces conditions, mais si on a des conditions très différentes et qu'on plante beaucoup d'un autre cépage, il ne faut pas s'étonner que ce cépage-là ait de mauvaises adaptations. Et donc l'utilisation de cépages anciens, moi j'ai le cas du Bourboulinc par exemple, qui est particulièrement bien adapté à la sécheresse, ça ne lui pose pas de problème, quoi. Alors qu'on a d'autres cépages plus classiques qui souffrent beaucoup. Le Cinsault aussi, on a même pour le Cinsault, on dit, les anciens disent qu'il est meilleur quand il fait très sec, c'est-à-dire aromatiquement. Et effectivement, nous, en 2023, on a eu une année très très sèche. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un monocépage dans Cinsault en nature, ce qu'on n'avait encore jamais fait. On l'a fait et effectivement, ça donne quelque chose de très très intéressant. On est à même pas, enfin, ça on en parlera après, mais avec un petit degré. Et aromatiquement, c'est très riche, très floral. Vous l'aurez en dégustation tout à l'heure. Mais ça, c'est donc en utilisant un cépage historique, mais on peut aussi déplacer des cépages, c'est-à-dire aller chercher des cépages comme la Certico à Santorin, qui est de plus en plus plantée dans le Languedoc, pour ses capacités à s'adapter et à mieux réagir avec des stress hydriques ou des pics de chaleur. Alors, je ne sais pas si vous voulez citer d'autres cas de cépages que vous avez pu voir de votre côté. Moi, je voulais
splitter le côté stress hydrique, sécheresse en deux sujets. Il y a le sujet de comment se comporte la plante quand il manque de l'eau. Et là, effectivement, il y a des comportements différents. Et le deuxième sujet, c'est quelle plante résiste à des pics de chaleur qui atteignent 40 degrés. Parce qu'on a des comportements qui sont absolument incroyables quand on va dans les vignes et que ces journées-là complètement anormales, on a vraiment des cépages qui s'effondrent, et il y en a d'autres qui baissent la tête, laissent passer l'orage, et puis au final, ils ont été peu marqués. Le Cabernet Sauvignon est un cépage qui résiste particulièrement bien à la chaleur. Et donc il y a ces deux paramètres dans les excès de chaleur qu'on connaît, avec l'absence d'eau et les pics de chaleur, qui font qu'il peut y avoir des réponses différentes qui mériteraient d'être observées de manière documentée. Alors oui, effectivement, sur le stress hydrique et la chaleur, c'est souvent difficile de faire la part des choses sur le terrain. Et même sur la notion de tolérance au stress hydrique, c'est en fait... plus on creuse la question, plus on se rend compte qu'on ne comprend pas exactement ce que c'est qu'un cépage qui tolère le stress hydrique. Pendant longtemps, il y avait un dogme qui disait il y a des cépages qui ont un certain comportement vis-à-vis du manque d'eau, d'autres cépages qui ont un autre comportement. Grossièrement, le grenache, quand il manque de l'eau, il arrête de transpirer et il résiste. Et la syrah, quand elle manque d'eau, elle continue à transpirer et elle crève, quoi. Il y avait un peu les deux catégories. Mais en fait, on se rend compte en faisant d'autres expérimentations, avec le recul, que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des variations plus subtiles. Et en fait, on est vraiment au tout début de notre compréhension, je pense, du stress hydrique. Mais ceci dit, il y a quand même effectivement des choses qu'on observe qui sont connues de longue date sur le terrain. Donc tu parlais du cinsault. Nous, dans nos collections, alors on n'a pas énormément de stress hydrique dans nos régions, mais ces dernières années, on avait quand même des manques d'eau, des déficits hydriques assez sévères. Et on a pu observer effectivement des différences de comportement, avec notamment la syrah qui perdait ses feuilles vraiment drastiquement en fin de saison, au moment du déficit hydrique le plus important. Ce qui est connu, hein. Mais par contre, elle gardait encore ses raisins pleins d'eau, enfin gros, quoi, enfin pas flétris du tout. Alors qu'à côté, on avait le gamay qui, lui, gardait toutes ses feuilles et avait des baies complètement flétries, quoi. Donc, lequel des deux est tolérant à la sécheresse, voilà, c'est juste des stratégies différentes, quoi. Donc voilà, ça nécessite d'autres explorations. Et puis sur la tolérance à la chaleur aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On n'a jamais connu des chaleurs aussi extrêmes. Il y a eu le cas, je crois que c'était en 2019, là, des vignes complètement cramées. Il y a eu des observations qui ont été faites au domaine de Vassal pour savoir quels cépages étaient tolérants à la chaleur. C'est pas forcément les cépages qui viennent du sud qui sont les plus tolérants à la chaleur, a priori, mais ça nécessite des explorations complémentaires. Et aussi, pour parler aussi de la notion de modèles expérimentaux, parce que sur le stress hydrique, il y a beaucoup d'attentes, donc il y a beaucoup d'expérimentations différentes qui se font. Et par exemple à Bordeaux, il y a une équipe qui a mené des essais de tolérance, d'évaluation de la tolérance au stress hydrique par cavitation. Alors c'est une technique particulière qui se fait en laboratoire pour voir si dans les vaisseaux de la vigne il se crée des bulles d'air. Donc c'est vraiment une technique qui est assez robuste parce qu'elle est très répétable. Mais qui donne certains résultats qui ne sont pas forcément observables au terrain. Je dis ça parce qu'il y a des variétés qui, dans ces tests-là, sont ressorties comme pas du tout résistantes à la sécheresse, hyper sensibles. Et donc du coup, ça, bien sûr, ça a fait la une de la presse, de la presse professionnelle. Hein. Mais en fait, c'est pas forcément des choses qu'on observe sur le terrain. Donc il faut être très prudent avec ces notions-là aussi, quoi. Autre stress climatique, le gel. Alors, on en entend pas mal parler, là pour le coup, même dans la presse généraliste, au moment des gels tardifs du printemps, c'est cela qui pose problème pour la vigne.
Donc j'ai illustré avec la petite photo. Ce qui se passe, c'est que vous avez les premières feuilles qui sortent, le débourrement, les petits sarments qui commencent à se former. Et là, fin avril, début mai, -2, -3, -4. Et ça va brûler complètement et tuer en fait ce premier développement de la vigne. Donc les cépages modestes peuvent apporter des solutions. Alors il y a 3 pistes. Le premier, c'est juste un débourrement plus tardif, c'est-à-dire qu'on va décaler dans le temps et laisser passer les gels tardifs du printemps alors qu'on a encore les bourgeons fermés. Donc il y a certains cépages qui permettent de faire ça. La deuxième piste, c'est qu'il y a tout simplement certains cépages qui ont une résistance naturelle, qui se comportent mieux avec... Alors ça marche sur 2-3 degrés, hein, quand on a vraiment des gels, ce qu'on appelle les gelées noires, là, très fortes, là, il n'y a aucun cépage qui peut y résister. Et la troisième piste, c'est le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir pas mal de bourgeons secondaires, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure résilience, c'est-à-dire que même si on a les premiers bourgeons qui sont ouverts et qui ont brûlé, qui ont été brûlés par le gel, c'est pas grave, on a d'autres bourgeons latents qui étaient là et qui vont pouvoir tout de suite ressortir, et finalement on va pouvoir arriver à faire des sarments, du raisin, et avoir quand même une récolte. Et ça, il y a certains cépages qui ont la capacité à faire beaucoup plus de bourgeons secondaires que d'autres, sachant que sur cet aspect-là, les pratiques de taille ont un impact fort aussi. C'est-à-dire que si on a soit des tailles physiologiques, taille douce, ou des tailles plus traditionnelles où on rase complètement la couronne et où du coup ça devient beaucoup plus compliqué de laisser sortir des bourgeons secondaires. Donc il faut pouvoir laisser au cépage la possibilité d'exprimer ses capacités. Je vais peut-être rajouter un élément de contexte. Chez nous à Bordeaux, quand je suis arrivé en 2017, on m'a expliqué, bon, le gel, t'en soucie pas, tu vas geler une fois tous les 10 ans. La dernière grosse gelée, c'est 1991. Donc le gel n'est pas un paramètre. Donc ça, c'était hier, quoi. 2017, quoi. Voilà ce qu'on m'a dit en 2017. Ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, on gèle du 20 au 30 avril. On gèle assez tard, avec une probabilité de gel, c'est statistique, plus on avance dans l'année, plus la courbe de température entre le minimum et maximal va augmenter, plus la probabilité que le point négatif soit en dessous de 0 va être très faible, plus on s'approche du début mai, quoi, les seins de glace, qui est la fin du gel possible. Et à partir du moment où on a un réchauffement climatique qui nous rajoute des températures plus chaudes au mois de mars, eh la vigne commence son cycle plus tôt, et probablement que les cycles se sont avancés de 3 semaines. Et avancer un cycle de 3 semaines, ça veut dire rajouter à cette probabilité de gel du 20 au 30 avril, ça veut dire qu'on ajoute une probabilité de gel du 1er au 20 avril qui était statistiquement pas possible avant, qui était physiologiquement pas possible. Et ce gel, donc on triple la période de gel possible, on passe de 10 jours à 30 jours, parce qu'on a gelé, j'ai gelé au 4 avril, il y a 3 ans. Donc on triple la période avec une probabilité plus forte sur les 20 premiers jours. Ça veut dire qu'on passe d'un gel une fois tous les 10 ans à un gel aujourd'hui que sur mes terroirs qui sont en rive gauche, donc assez bas, donc parmi les plus gélifs de Bordeaux, je gèle une fois tous les 2 ans aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu majeur, parce que geler une année sur 2 sur mon terroir, le modèle économique est fortement impacté, et ça rend difficile la possibilité de continuer la vigne si on ne trouve pas des solutions. Alors c'est vrai que c'est un paramètre hyper important, et donc il y a 2 choses importantes, à la fois la date de débourrement qu'on a bien référencée, qui est bien connue dans les catalogues. On arrive à modéliser effectivement aussi en fonction de la température de l'année le débourrement potentiel, la date de débourrement potentiel. Donc ça permet aussi de faire des modèles pour voir à l'avenir si on aura plus ou moins de gel, parce qu'en fait c'est une espèce de course, quoi. Les jours de gel, le dernier jour de gel de l'année, il est de plus en plus précoce, il avance puisqu'il fait de plus en plus chaud.
Par contre, le débourrement aussi, il avance de plus en plus tôt, quoi. Donc la question, c'est est-ce que le gel va arriver après, ou le dernier jour de gel va arriver après ou avant le débourrement. Et donc ça, on a des modèles climatiques qui nous permettent de simuler le climat du futur. On a des modèles de débourrement qui nous permettent de modéliser la date de débourrement du futur. Mais c'est tellement subtil la différence qu'en fait, on ne sait pas s'il va y avoir plus ou moins de gel à l'avenir, quoi. Ceci dit, voilà, on acquiert des données sur les dates de débourrement. On sait qu'il y a des différences énormes. On peut avoir 20 jours d'écart entre le cépage le plus précoce et le cépage le plus tardif en débourrement. Donc c'est quand même une carte à jouer, quoi. Et puis l'autre chose aussi, c'est la notion de fertilité des bourgeons secondaires. Alors nous, en Beaujolais, on a la chance d'avoir du gamay qui a une fertilité à toute épreuve. Même s'il gèle, il va quand même faire une récolte. Ce qui n'est pas du tout le cas du chardonnay. Donc effectivement, là, il y a vraiment une notion de cépage et d'importance du choix du cépage. Okay. Cet exemple-là, moi, en 2023, où j'étais très très touché par le gel, j'ai fait moins de 5 hectos de rendement sur la propriété. Le Jurançon noir, j'ai fait 30 hectos, parce qu'il est à la fois plus tardif, il sort bien 15 jours après les autres, et en même temps il a une bonne fertilité des bourgeons secondaires, donc du coup j'ai eu 30 hectos de récolte sur ce cépage. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le gamégouni chez nous. On a combien de temps encore, Jean? On a 10 minutes de retard. Ok, donc on va accélérer très fort. La tendance Nolo, bon, on va essayer de faire très vite. Donc le marché demande de plus en plus des vins moins alcoolisés. Le problème qu'on a, il est très simple, c'est que, notamment dans le Languedoc, que je connais bien, où la viticulture coopérative s'est énormément développée, dans l'entre-deux-guerres, on a associé le taux d'alcool à la qualité. C'est-à-dire qu'un bon vin, c'était un vin qui avait beaucoup d'alcool. Et les caves coopératives se sont organisées dans leur modèle économique pour aller dans ce sens et ont payé, à partir de ce moment-là, les viticulteurs en fonction du taux d'alcool qu'ils fournissaient. C'est-à-dire qu'on a été payé au kilo-degré. Donc on multiplie le nombre de kilos apportés par le degré et c'est ça la base du paiement. Et en fait, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que ce phénomène s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça reste vrai aujourd'hui dans beaucoup de caves coopératives du Languedoc. On est payé au kilo-degré. Et donc les gens sont poussés à faire ça. Ça a eu quoi comme conséquence? C'est qu'effectivement, à partir de la moitié du XXe siècle, les vignerons ont arraché tous les cépages qui ne faisaient pas assez de degrés parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie avec ça. Et donc on a arraché la Ramon, par exemple, qui était le cépage principal dans le Languedoc 19e et début 20e, parce que ça ne faisait pas assez de degrés. Ça faisait certes des gros rendements, donc avec beaucoup de kilos, mais avec des tout petits degrés. Donc on l'a arraché au profit de cépages qui pouvaient faire éventuellement moins de rendement, mais avec beaucoup plus de degrés. Et ces variétés, en fait, aujourd'hui, elles permettent de faire des vins entre 10 et 11 degrés dans le Languedoc, y compris avec la chaleur qu'on a en ce moment. Donc un Ramon, Alicante, Cinsault, aujourd'hui, on arrive à faire des vins à 10, 11 degrés, mûrs. Donc ça, c'est un autre. Alors, on ne va pas détailler peut-être les 2 slides d'après, mais le problème de la maturité est important. C'est-à-dire que faire un petit degré, on peut le faire de plein de façons. L'une des façons, comme je le vois parfois dans les Pyrénées-Orientales, où ils ramassent des carignans verts, mais vraiment verts, quoi. C'est impressionnant. Alors certes, ils ont de l'acidité des petits degrés, mais c'est absolument pas mûr, et le vin que ça produit derrière, il n'est pas bon, quoi, enfin, pour être poli. Donc l'objectif... Oui, on va le mettre rapidement. L'objectif, c'est d'avoir des raisins qui vont être équilibrés en termes de rapport acidité-sucre et mûrs avec peu de degrés. Et ça, pour y arriver, finalement, les cépages modestes, c'est un vrai atout. C'est-à-dire qu'on s'en est débarrassé pour cette raison-là. Et donc on sait que, là, pour le coup, c'est attesté qu'il y en a qui ont vraiment cette capacité à faire des petits degrés, y compris avec beaucoup de chaleur. Il n'y a aucun problème. Et d'être mûr avec un petit degré. Donc, c'est le slide suivant, surtout. Marc-André, il y a 2-3 ans, tu nous as présenté ce slide en nous expliquant qu'en fait, chaque région avait trouvé un cépage qui, au final, donne
à son optimal de maturité, quand les tanins sont mûrs, donne un degré d'alcool modéré, une acidité encore présente, et c'est ça l'adaptation de chaque région viticole, a été de trouver ces cépages qui étaient à la fois la maturité tout en ayant des équilibres. Aujourd'hui, à partir du moment où le réchauffement climatique bouge la donne, ça veut dire que le point de maturité est obtenu avec un degré plus élevé et des acidités plus basses. C'est ce qu'on observe, nous. L'acidité est peut-être le facteur le plus inquiétant. On parle de l'alcool, mais l'acidité dans les équilibres est essentielle. Et du coup, ces cépages qui donnaient, moi le cas du Bouchalès à Bordeaux, où j'ai trouvé un manuel de viticulture du 19e siècle, on dit plantez surtout pas le Bouchalès, il mûrit jamais, il est très acide et vous ferez maximum 7-8 degrés d'alcool. Sur une année comme 2022, je le pousse à maturité à 12 degrés, 11,5, 12 degrés d'alcool. Donc ça veut dire que sa maturité s'obtient à une acidité encore présente et à un degré d'alcool équilibré. Et du coup, ça... effectivement, ce réchauffement re-questionne le point d'adaptation d'un cépage à une région dans un système d'appellation où, au final, les systèmes sont pas figés, mais à évolution très lente, parce qu'il y a un facteur culturel dans chaque région. On dit, on a toujours fait du merlot, on a toujours fait du chenin, ou des choses comme ça. Et du coup, la remise en cause des régions viticoles, alors que c'est assez évident que le point d'adaptation d'un cépage à ce climat est questionné, nos adaptations sont plus lentes que les évolutions du climat qu'on a connues ces 20 dernières années. Oui, c'est vrai que c'est là que la notion de diversité, de préserver ce patrimoine, elle est importante, parce qu'on se rend de plus en plus compte qu'il y a des variétés qui ont un énorme intérêt au moins en assemblage, quoi, parce que ça permet vraiment de compenser ces extrêmes. Et donc là, pour le coup, les cépages oubliés ou modestes, ils ont vraiment leur carte à jouer, puisque souvent c'est des cépages qui avaient moins de degrés ou beaucoup plus d'acidité, ou les deux. Donc là, pour le coup, on a plein d'exemples. On a la douce noire qui fait peu de degrés, on a le persan qui garde toujours une bonne acidité, ou le hibou noir qui arrive à maturité 2 semaines après la mondeuse. Donc là, vraiment, je pense que c'est là qu'il y a la plus grosse carte à jouer pour ces cépages oubliés. Donc la réponse à la question, c'est oui. Les cépages modestes sont des cépages d'avenir. Donc comme on n'a plus de temps, on ne va pas détailler, mais les deux points importants qu'on a vus, c'est surtout donc, cette tendance, cette carte qui a joué autour du fait d'arriver à avoir des raisins mûrs avec moins d'alcool, et aussi de pouvoir résister aux différents stress climatiques. Merci. On s'aperçoit que c'est un domaine où les statistiques et la connaissance des particularismes des différents cépages sont encore au stade de la recherche. Et la recherche, elle n'est pas forcément très, très poussée dans ce niveau-là. Donc c'est plus une piste d'avenir qu'une certitude d'avenir. Je crois que ce serait bien d'alerter, peut-être que ça se fait déjà, ici ou là, mais de faire une véritable étude sur le fait de pouvoir rechercher des cépages anciens dans les différentes régions. Je sais que ça se fait un peu partout à Bordeaux, mais à Bordeaux, par exemple, on dit que il faut le castet, mais il y a un autre cépage qui est le Mansin à Bordeaux, qui n'est pas dans la liste des possibilités de nouveaux cépages, et pourtant, Enfin, une question qui est tout à fait intéressante, et vous voyez qu'il y a des pistes qui sont offertes, mais que la recherche et les résultats sont encore loin d'avoir abouti à une connaissance plus meilleure pour les différents vignerons, de venir à planter des choses qui sont susceptibles de permettre aux viticulteurs de continuer à vivre. Il y a aussi le fait que la consommation de vin courant ordinaire baisse drastiquement,
Et donc, plutôt que de faire un mauvais vin courant, peut-être qu'on peut faire un vin un petit peu plus particulier avec un cépage ancien. Il y a des régions qui se sont très très bien débrouillées là-dedans. Eliandaros avec son Naburiu en est un exemple. Hein. La copée de Marmande, qui était une coopérative qui s'était sous Bordeaux, pas terrible. Maintenant, elle s'appelle Terre d'Aburiu. Et la Bourriou de Marmande est passée dans la catégorie des vins vraiment très très intéressants.